Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laureline Serriès. Bonjour. Bonjour. Directrice générale d'Uber pour la France. Vous êtes là parce que, déjà parce que vous avez accepté de venir et on est très content, mais aussi parce que vous avez une actualité. Ça fait bientôt 10 ans, le 5 décembre, c'est ça, qu'Uber est présent sur le territoire. Donc cette décennie, vous allez fêter ça ? Alors bien sûr, il y a une grande fête qui est prévue. Alors, grande fête, selon les conditions évidemment sanitaires, ce sera à moduler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement 10 ans en France. Et ce qui est intéressant, c'est de se souvenir que l'idée même d'Uber est née en France. En réalité, il y a même 13 années de cela. C'était en 2009 décembre 2008. Donc effectivement, l'entreprise a été fondée en 2009. Et décembre 2008, les deux cofondateurs, Travis Kalanick, Garrett Camp, se trouvaient à Paris pour la conférence Le Web. Ils ne trouvent pas de taxi, c'est une nuit enneigée. Ils ont l'idée d'Uber qu'ils fondent quelques mois plus tard en 2009. Et ils reviennent effectivement en 2011 à cette même conférence pour annoncer le premier lancement en dehors des États-Unis. Et c'était à Paris. Ah, d'accord. On a une idée aujourd'hui du portrait robot du client Uber, du passager, de l'usager Uber. On imagine qu'il est jeune, il est quoi? Vous avez un petit portrait robot pour... Oui, effectivement, les utilisateurs sont plutôt jeunes. En réalité, 67% de nos utilisateurs ont moins de 35 ans. Et puis, pour vous donner aussi une indication, parce qu'il y a beaucoup d'usages possibles sur Uber. En fait, vous pouvez utiliser Uber pour vous déplacer pour des trajets professionnels. Vous pouvez l'utiliser pour rentrer de soirée après avoir bu un ou deux verres et rentrer en sécurité. Et par exemple, dans ce registre-là, vous avez 70% des jeunes femmes de moins de 25 ans qui utilisent Uber justement pour rentrer en sécurité chez elles. D'accord, donc plus jeune. Je pense par rapport au taxi, encore une fois, donc plus jeune qu'une clientèle. Tout à fait. La clientèle des taxis, clientèle plus féminine, plus jeune. Exactement. Et donc moins professionnelle, plus pour sortir ou pour rentrer quand on a un peu trop bu. Alors vous avez tout à fait... non, pardon de dire comme ça trivialement, mais c'est un peu ça aussi, non? En fait, ça a permis de démocratiser effectivement la sortie et d'amener beaucoup de sécurité autour des sorties du vendredi, du samedi soir, quand on décide d'aller en bar ou en boîte, par exemple. Mais ce n'est pas la seule chose. Je vous ai mentionné les usages professionnels. Il y a aussi les usages des touristes. À peu près 20% de notre clientèle, ce sont des internationaux qui viennent en France et qui profitent... C'était, pardon de dire comme Alors, ça, non, tout à fait. Non, c'est une bonne question. Effectivement, c'était 20%, c'est le chiffre hors crise. Évidemment, ça a baissé ces derniers temps. Et quand on regarde le trafic international, bien sûr, en France, le niveau j'allais dire, de rattrapage de l'activité des aéroports en France, c'est à peu près 60% par rapport à l'avant-crise. Donc 60% seulement du trafic est revenu et 40% manque. Et donc, ça se retrouve sur Uber aussi, bien sûr. C'est pas la même clientèle à vous écouter que les taxis, parce qu'il y a ce sujet, cette compétition, cette rivalité entre taxis et VTC. Est-ce que le marché, en 10 ans, a grossi pour qu'au final, il n'y ait pas trop de casse du côté des taxis, parce qu'on sait qu'au départ, c'était houleux. Je ne sais pas si ça l'est moins aujourd'hui, les relations. Alors, ça l'est beaucoup moins, effectivement. On voit quand même bien moins de confrontation. C'est un sujet qui, vous le voyez même dans les médias, c'est un sujet dont on ne parle plus. Et j'ose espérer pouvoir dire de manière pérenne que les relations sont quand même bien apaisées. Le gâteau a grossi de telle sorte que tout le monde puisse... C'est ça le sujet. Ce dont on se rend compte 10 ans plus tard, c'est que les taxis sont toujours là et se portent bien. Il y en a moins Non, il n'y a pas moins de taxis. De toute façon, le volume de licence de taxi est régulé, puisque... Il y a un numerus clausus. Exactement, il y a un numerus clausus. Les taxis se portent bien et le marché dans son ensemble s'est énormément développé et ça bénéficie à tout le monde en réalité. Vous êtes aujourd'hui à 90%, vous étiez à 90% de votre activité pré-crise, c'est ça? Est-ce qu'on se dit que ces 10%, ils sont perdus pour un moment parce que ce sont, j'imagine, m'en parlait parce qu'il y a le télétravail, parce qu'il y a les touristes étrangers qui sont moins là, et on fait une croix dessus pendant un petit moment? On en parlait effectivement à l'instant. 20% de nos utilisateurs sont des utilisateurs internationaux qui ne sont pas tous revenus. Donc la grande majorité des 10% qui manquent encore, c'est lié à ces touristes ou ces voyageurs internationaux en tout cas, qui clairement du coup manquent encore à l'appel. Maintenant, c'est intéressant de voir qu'en 10 ans, évidemment, la pénétration d'Uber en France sur le territoire s'est énormément développée. On a commencé à Paris. Aujourd'hui, on est présent dans 24 agglomérations et plus de 300 villes. Et ce qu'on observe, c'est des disparités. C'est-à-dire que dans les villes qui sont exposées au tourisme, comme Paris, par exemple, vous allez avoir un recul qui est enregistré. Mais dans des villes comme les villes du littoral méditerranéen, par exemple, cet été, on a enregistré des niveaux d'activité supérieurs à l'avant-crise, notamment parce que c'est l'été et que les Français ont moins voyagé à l'international aussi, ont davantage utilisé les services. Sauf qu'en termes d'activité, ça veut dire de l'activité pour un chauffeur uniquement sur quelques mois.
c'est pas une activité annuelle quand on est comme ça sur le littoral. Alors, quand je vous disais 90%, c'est sur l'ensemble de l'année. Hein. Ah oui, d'accord. C'est sur l'ensemble de l'année. Donc, les chauffeurs continuent à vivre et l'avantage qu'ils ont aussi, c'est que quand ils ont une licence qui est donc délivrée par la préfecture, ils ont un droit d'exercer qui est sur le territoire national. Et ce qu'on observe, c'est que certains chauffeurs ont plaisir aussi exactement à migrer en fonction de l'activité. Vous avez véhiculé 5 millions de clients cette année en France. 5 millions. 5 millions de clients, ouais, sachant qu'on a commencé la première année, à l'issue de la première année, on avait 14 000 clients. 5 millions, évidemment, c'est une progression qui est extrêmement importante. Ce qui fait du marché français un marché vraiment cardinal pour Uber, 5 millions, juste pour comparer encore une fois par rapport aux autres marchés en Europe, au marché américain, ce qu'on pèse. Je sais que vous communiquez peu, voilà, mais là-dessus, mais juste pour qu'on voit ce que pèse le marché français. Ça place la France, je dirais, dans le top 10 des marchés mondiaux pour Uber. La France plutôt dans le 5 premiers ou les 5 derniers? Parce que top 10, ok, on s'en doutait un peu, quoi. Oui, dans le top 10. Ça dépend des années et ça dépend du développement. Vous avez aussi des pays qui sont en développement, donc à l'intérieur du top 10, ça bouge pas mal. La réalité, c'est que en fait, la France reste un marché extrêmement important pour Uber. Il l'a toujours été. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Plus que jamais. Oui, la France est un marché extrêmement important et d'ailleurs on a annoncé récemment des investissements extrêmement importants qu'on continue à faire en France. À savoir alors sur la transition écologique par exemple, j'ai annoncé l'année dernière, il y a quelques mois, qu'on allait investir à horizon 2025 75 millions d'euros en France pour la transition écologique. Et qui à savoir donc, ça veut dire des voitures… Concrètement, en fait, on a pris 2 objectifs qui sont extrêmement forts, 2 engagements qui sont forts en France. La sortie totale du diesel à horizon 2024 et la transformation de la flotte à hauteur de 50% de véhicules électriques d'ici 2025 en France. Et pour ça, les 75 millions d'euros seront à destination des chauffeurs pour les aider à acquérir des véhicules électriques qui sont plus onéreux à l'achat. C'est-à-dire c'est une prime, vous leur donnez une prime En quelque sorte, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on a… Uniquement pour les meilleurs chauffeurs? Comment vous allez choisir? Non, pour tous les chauffeurs. La manière dont ça fonctionne, c'est que tous les chauffeurs qui aujourd'hui utilisent un véhicule thermique cumulent, à chaque fois qu'ils roulent avec Uber, cumulent 3 centimes par kilomètre qui sont payés par le passager et qui représentent du coup, qui à force de s'accumuler sur 3 ans vont représenter un bonus de 2 250 € pour un chauffeur qui roule à temps plein sur une semaine. Et Uber va doubler la mise en abondant lui aussi à hauteur de sa poche directement, à hauteur de 2 250 €. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait une aide de 4 500 € au bout de 3 ans pour un chauffeur. Bon. Pour ceux qui se posent la question de dire pourquoi est-ce que Uber comme ça ne communique pas, ne détaille pas ses résultats en France? Pourquoi cette opacité qui peut paraître non pas coupable mais suspecte? Alors, c'est une communication, là, pour le coup, on communique sur le plan mondial. On est une entreprise qui est devenue cotée depuis 2019. Et donc, on est dans une logique de communication financière selon la réglementation à laquelle, évidemment, on est soumise. Donc, il n'y a pas de lot particulier, c'est juste… Non, absolument aucune difficulté. Et je vous le disais, là, en France, la démarche est vraiment de continuer à investir. Les chiffres que je viens de vous citer sont pour ça… voilà un élément marquant de la stratégie d'Uber. Il y a quelques pays seulement dans le monde dans lesquels on a annoncé faire de tels investissements sur la transition écologique, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, donc quelques marchés critiques. Et un autre point important aussi, c'est que une étude a été réalisée pour justement à l'occasion des 10 ans pour mesurer l'impact sur l'économie française. Oui, j'ai vu ce chiffre-là, c'est en millions. Attendez, 865 millions d'euros de contribution. Et de contribution effectivement à l'économie française. C'est difficile de qualifier ce chiffre-là. Le PIB de la France, c'est 2500 milliards d'euros. Donc on dit que c'est mieux que rien, évidemment. Sûr, mais il faut le mesurer à l'échelle de ce que vous mettez quoi dedans dedans? Donc concrètement, ça ne comprend pas l'activité qui est directement générée par la plateforme, mais c'est vraiment tous les à côté, en plus de ce que génère Uber en termes de réservation brute. C'est vraiment tout ce qui va concerner, par exemple, le développement des ventes de véhicules, le développement d'achats de carburant ou d'énergie pour faire fonctionner ces véhicules, les autres acteurs de l'écosystème, comme les gestionnaires de flotte, qui vivent grâce au développement de l'activité d'Uber. Donc en gros, vous communiquez uniquement sur les chiffres qui vous arrangent, quoi. En tout cas, c'est un chiffre qui est important à retenir parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on matérialise assez peu, de se dire, mais finalement, une entreprise, au bout de 10 ans, comme ça, comme Uber… Bénéficiaire ou pas en France, Uber? Alors, Uber… Oui ou non, réponse par oui ou non. On
on ne communique pas sur les chiffres particuliers de la France. C'est pas un chiffre, c'est un oui ou un non, sorcier de bénéficiaires ou pas. On ne communique pas dans ce sens-là. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est aussi le potentiel de création d'emplois qu'a toujours Uber en France aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle 30 000 chauffeurs. 30 000 chauffeurs indépendants qui travaillent. 30 000 chauffeurs, 70 000 depuis la création. Et on pense encore à un sacré potentiel de croissance. Alors, quand on pose la question de combien est-ce qu'ils gagnent ces chauffeurs en moyenne par mois, il y a ce chiffre calculé par Uber qui date de 2019, si je ne me trompe pas. Pour 42 heures par semaine, 1 420 € net par mois après commission de 25%. C'est ça le chiffre? Alors, ce n'est pas ça le chiffre. Il y avait une étude qui avait été faite avec un cabinet qui avait réalisé effectivement l'audit et qui donnait le chiffre de 1 617 € net pour le chauffeur après toute déduction de tous les frais, donc non seulement la commission Uber, mais tous les frais d'entretien du véhicule. Pour combien d'heures par semaine? Pour 42 heures de connexion par semaine, donc c'est effectivement le chiffre. Donc mon chiffre n'est pas bon? Non, bon. C'est pas le bon chiffre. Donc c'est plus, c'est à peu près 1 600 €. 1 600 et ça se compare à peu près aujourd'hui 1 250 €, un peu plus de 1 250 € pour un SMIC net, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc voilà, et donc est-ce à dire que les relations avec les chauffeurs se sont pas pacifiées? Elles sont moins compliquées aujourd'hui qu'elles ne l'ont été parce que vous avez fait des choses aussi pour eux, notamment le fait de pouvoir décliner ce droit à la déconnexion. Il y a un droit à la déconnexion, il y avait ce sujet. Alors je ne suis pas un expert, mais comme quoi pendant longtemps, certains chauffeurs disaient oui, mais quand on n'accepte pas une course, on peut se faire déconnecter, on va être sanctionné par la plateforme. C'est un greffe qu'on a souvent entendu par le passé. C'est plus une réalité aujourd'hui? Parce que la loi vous y a obligé ou parce que vous-même, de votre propre chef, vous... Alors, il y a plusieurs choses. La loi, effectivement, pour être parfaitement transparente, la loi d'orientation mobilité demande désormais à ce que, la quantité de courses acceptées par le chauffeur n'intervienne pas dans les décisions qui sont prises par la plateforme. Donc, effectivement, c'est complètement banni de la plateforme maintenant. Mais pour répondre à votre question, oui, clairement, la relation avec les chauffeurs, c'est une priorité pour moi. J'ai pris mes fonctions il y a 2 ans, le 1er août. Il y a un peu plus d'1 an, le 1er août l'année dernière. Et la première chose que j'ai faite au 1er septembre, à partir du 1er septembre, c'est d'aller sur le terrain à la rencontre des chauffeurs. Je me suis engagée à rééditer ça chaque année, donc j'y suis retournée cette année. Parce que cette Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui, les chauffeurs? Ceux qui ne sont pas contents. Il y a toujours des pas contents d'ailleurs. Bien sûr, souvent à juste titre d'ailleurs. Et les discussions que j'ai avec eux sont parfois animées. Qu'est-ce qui est à parfaire? Qu'est-ce qui est à corriger? Il y a plusieurs choses en fait. Ils nous parlent évidemment des revenus et de leur profitabilité. C'est un sujet qui donc la commission, les 25% de commission? Pas seulement, mais comment la tarification des courses et comment est-ce qu'eux peuvent, générer davantage de bénéfices sur leur activité. Donc il y a des éléments de cet ordre-là. C'est un sujet qui est important. Et la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est qu'on fait beaucoup de choses en fait pour les soutenir en ce moment et notamment dans cette période où justement l'activité n'est pas revenue pleinement. On investit par exemple beaucoup sur des campagnes de soutien aux chauffeurs, de sortes de bonus en fait pour les chauffeurs qui roulent avec nous pour les soutenir financièrement par exemple. Mais aussi tout au long de la course par exemple, on a offert plus de 100 000 trajets sur 1 an en France. Par exemple aux personnels médicaux pour se rendre sur leur lieu de travail. Payés par Uber et donc payés aux chauffeurs au prix de la course normale bien sûr, ce qui était une manière de soutenir l'activité. Donc on essaie d'être vraiment présent pour les chauffeurs dans cette période-là. Et puis au-delà de ça, je vous le disais, on les soutient dans leur transition écologique. On les soutient aussi, pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan aussi de leur protection. Par exemple, pendant la crise, toute la crise du Covid que nous venons de traverser, on a une assurance qu'on appelle une assurance pour nos partenaires, donc les chauffeurs, qui est en partenariat avec AXA, payée 100% par Uber et qui a vocation à les couvrir en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Donc vous estimez en faire suffisamment aujourd'hui? Non, on estime qu'on peut faire davantage et de ce point de vue-là, pour tout ce qui est en fait protection des chauffeurs notamment, le gouvernement a ouvert une voie qui est unique au monde en France et je me réjouis qu'on puisse nous en France participer à cette démarche-là qui est la mise en place d'un dialogue social, donc concrètement la possibilité pour les chauffeurs d'élire des représentants qui vont pouvoir ensuite s'asseoir autour de la table avec des plateformes comme Uber ou d'autres et négocier sur tous les sujets dont on vient de parler. Laureline Serriès, j'ai ce chiffre-là, j'espère qu'il est bon, sondage que vous avez réalisé auprès de vos chauffeurs, comme quoi 80% des chauffeurs Uber sont satisfaits de leur statut et veulent rester indépendants. Sondage réalisé auprès de 2284 chauffeurs au mois d'octobre, je crois octobre-novembre, vous confirmez? Absolument, oui. Donc j'ai bien lu. Vous les avez triés avant de leur poser la question Non, non, absolument pas. Non, parce que, attendez, moi je ne m'attendais pas du tout à ce chiffre-là. Honnêtement, vous croyez vraiment que si vous leur proposiez un CDI, ils refuseraient?
Ce dont je peux vous assurer, c'est que pour avoir été sur le terrain, avoir rencontré des centaines de chauffeurs littéralement, ça ne m'est jamais arrivé dans ces discussions avec les chauffeurs. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais et que ça n'existe pas, bien sûr, mais ça ne m'est jamais arrivé, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'un chauffeur vienne me voir en me disant « Madame, mon problème avec Uber, c'est que je souhaiterais être salarié ». Ça n'est pas la question qu'ils nous posent, clairement pas. Ils nous posent la question, je l'ai dit ouvertement, des revenus et de la rentabilité. Ils nous posent éventuellement la question de leurs conditions d'activité, auxquelles vous avez fait référence, le droit à la déconnexion, des choses comme ça. Mais ils ne parlent pas de cela. Et pour moi, le sujet qui est vraiment sur la table aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on invente un monde dans lequel, à la fois, on préserve l'indépendance et la flexibilité qui leur sont extrêmement chères, et en même temps, comment est-ce qu'on apporte davantage de protection sociale. Et c'est ça le sujet. Et ce qui s'est passé d'ailleurs au Royaume-Uni, c'est hyper intéressant cette année, parce que Uber a accordé donc un statut un peu hybride de travailleur-chauffeur, c'est ça, avec d'un côté un salaire minimum, des congés payés, avec l'accès à un fonds de retraite. Vous pourriez faire ça aussi en France? C'est autant de choses qui sont complètement à mettre sur la table et que je suis très ouverte à discuter. C'est intéressant ça. Et je le disais à l'instant, en fait, je pense que la voie qui est choisie par la France, je l'espère, va s'avérer encore plus ambitieuse que cela, puisque le fait de pouvoir encapsuler tous ces sujets-là dans le cadre du dialogue social permettra non pas seulement que Uber puisse s'engager dans cette démarche-là, mais aussi l'ensemble des plateformes, pas seulement Uber, de manière à ce que le chauffeur, quel que soit le partenaire avec lequel il choisit de rouler, Uber ou l'un de ses concurrents, puisse être protégé de la même manière. Juste une question fondamentale, j'en étais même pour Uber, si vous deviez contractualiser, titulariser en CDI tous vos chauffeurs, le business model d'Uber ne tient plus. En fait, c'est une question que je pose. Hein, il existe en fait des pays dans lesquels on fonctionne sur ces modèles-là. Lesquels? Par exemple, en Espagne ou en Allemagne, vous avez, alors c'est pas à 100%, mais vous avez les chauffeurs qui travaillent avec des gestionnaires de flotte, dont une partie sont salariés, donc ce sont des modèles qui existent. Et en France même, il existe aussi des gestionnaires de flotte. Et vous pourriez rester bénéficiaire ou devenir bénéficiaire, ça ne remet pas en cause le business model? Non, ça ne remet pas en cause le business model. Et il y a cette idée, en fait, que l'indépendance veut dire une compression de la structure de coûts. Ça n'est pas la réalité. C'est la précarité d'un côté pour le chauffeur et coût optimisé pour dire ça gentiment pour Uber. Je vais vous donner un exemple clair. Souvent, en fait, on imagine que le fait d'être indépendant veut dire moins de cotisations sociales. La réalité est donc moins de coûts et donc c'est pour ça que le modèle tient. Voilà. La réalité aujourd'hui, c'est qu'un chauffeur est redevable lui-même de cotisations sociales. Et quand on compare à revenus équivalents les chauffeurs indépendants d'un côté et les salariés de l'autre, on se rend compte que le montant des cotisations sociales est supérieur, payé par les chauffeurs, est supérieur à ce qu'il n'est sur les salaires dans le salariat, sur les salaires qui sont à peu près équivalents en termes de revenus nets à la fin du mois. Ce qui veut dire que la réalité aujourd'hui, c'est qu'un chauffeur indépendant, il paye plus de cotisations sociales pour moins de protection. Et c'est ça qu'il faut questionner. Et c'est pour ça que je me réjouis vraiment du fait que ce sujet puisse être engagé avec le gouvernement pour, j'allais dire, inventer un nouveau modèle en quelque sorte. Petite question sur Uber au niveau global, puisque là c'est intéressant, parce que le groupe a annoncé son premier vrai profit de son existence, non pas lié à une valorisation qu'il avait dans Didi en Chine, mais lié à son activité, 8 millions de dollars. Alors donc c'est pas beaucoup pour une boîte qui en pèse des dizaines de milliards, mais c'est intéressant. L'EBITDA positif à hauteur de 8 millions de dollars au troisième trimestre. Est-ce que c'est un signal, voilà, c'est un signal, ça reste peanuts à l'égard de comparé à un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars évidemment, mais c'est un signal aujourd'hui que... C'est un signal très important et puis c'est une étape évidemment en tant qu'entreprise dont on est fier de pouvoir arriver à ce moment de la profitabilité sur les l'EBITDA ajustés. Mais ce qui est important aussi, c'est de distinguer, vous avez, je dirais pour simplifier, deux grandes lignes d'activité au sein d'Uber, la mobilité, donc l'activité VTC, et de l'autre côté la livraison avec Uber Eats. Et la réalité, c'est que l'activité de la mobilité, elle, est plus significativement profitable. Hein. On a annoncé 544 millions de dollars de profitabilité au troisième trimestre sur l'activité mobilité. Ce qui plombe, c'est les livraisons de repas. Parce que c'est une activité plus récente, qui s'est développée plus récemment. On fête les 10 ans d'Uber en France sur la mobilité, mais simplement les 5 ans sur la partie livraison. Sur la partie livraison, d'ailleurs, en France, j'ai vu ça, c'est Just Eat Takeaway qui a annoncé le recrutement en CDI de 4500 personnes. En CDI, vous ne pourriez pas en faire de même? Alors, encore une fois, le point, c'est vraiment que veulent les travailleurs. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne constate pas, ni sur une activité, ni sur l'autre, vous avez vous-même cité les chiffres tout à l'heure, ça n'est pas le souhait des travailleurs. Donc, ils veulent gagner plus. Vraiment, le sujet sur lequel nous, on essaye de s'engager, c'est comment
préserver l'indépendance et la flexibilité qu'ils appellent de leur Donner vœu. des congés payés, donner plus de... Les congés payés, si c'est la voie, mais il y a aussi la protection, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, la protection sociale. Donc tout autant de sujets que je suis vraiment disposée à mettre sur la table dans le cadre du dialogue social. J'ai oublié la seule question que j'aurais dû poser dès le départ. C'est laquelle c'est? Est-ce qu'aujourd'hui, prendre un Uber, ça coûte moins cher ou plus cher qu'un taxi? Alors, ça dépend des moments. On disait qu'avant c'était moins cher et aujourd'hui que maintenant... En moyenne, c'est moins cher, ça reste une réalité. Simplement, en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a parfois de la tarification, ce qu'on appelle de la tarification dynamique. Et en fait, l'objectif du beurre et le rôle du beurre, c'est de fluidifier le plus possible la rencontre de l'offre et de la demande. Et parfois, quand il y a peu de chauffeurs disponibles par rapport à la demande qui explose, il se peut qu'on majore les tarifs, on connaît tout ça en tant qu'usager, de manière à permettre exactement de faire se rencontrer l'offre et la demande. Bon, en tout cas, ce que je note, c'est que la course vers cette rentabilité structurelle au niveau global du groupe Uber, ça reste un défi. Aujourd'hui, il y a ce signal, c'est peut-être cette bascule, mais il faut l'ancrer dans la durée. Un groupe qui perd, j'ai les chiffres, 7 à 8 milliards de dollars par an jusqu'en 2020. Oui, et en même temps, sur la mobilité, une activité qu'on a annoncée profitable pour la première fois dès 2019. Et aujourd'hui, une profitabilité sur l'activité mobilité de 5,5%, ce qui est un chiffre qui n'est pas négligeable. Voilà, merci d'être passé nous voir. Ça fait 1 an que vous êtes à la tête de la France, un peu pas plus de 2 d'un an, absolument. Ça passe vite, hein? Ouais, ça passe vite. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Laureline Sériès, la directrice générale d'Uber pour la France, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.